va poursuivre dans les témoignages inspirants et on va le voir à différents niveaux. On l'a déjà un petit peu vu ce matin et là on va poursuivre avec notre prochain intervenant, donc Sébastien Missoff, vice-président et managing director France de Google, allié plateforme et impact. On va voir comment c'est possible. Bonjour Sébastien. Bonjour Perle. Oui, effectivement, on peut applaudir à nos différents intervenants. Alors, je suis ravie de vous accueillir sur scène ce matin pour effectivement parler de transition durable, d'évolution effectivement et d'environnement. On l'a vu dans l'actualité ces derniers mois, dans le rapport du GIEC, des enjeux très forts, une pression très forte, et puis surtout un état d'urgence qui est quand même prédominant, des citoyens de plus en plus sensibilisés, de plus en plus exigeants, avec des dimensions qui sont diverses, sociales, sociétales et bien sûr environnementales, et c'est ce sur quoi on va pouvoir échanger ce matin. Alors, vous êtes avant tout un citoyen, en plus d'être un chef d'entreprise. Quels sont vos moteurs personnellement pour justement participer et contribuer à cette transition ? Merci beaucoup. Alors vous avez une jeune vieille start-up, vous avez une vieille jeune start-up qui est Google, on a un peu plus de 20 ans. Et évidemment une culture d'ingénierie très forte. Je suis depuis un peu plus de 16 ans chez Google et je pense que cette culture d'ingénieur m'a marqué et nous rappelle tous les jours que le mieux on arrive à comprendre les problèmes qu'on essaye de résoudre, le mieux on arrive à les nommer, le plus c'est important et le plus on peut avancer. Alors évidemment, avec toutes les équipes, depuis plusieurs années, on est engagé, je le suis engagé à titre personnel sur le sujet du réchauffement climatique, mais aussi réalisé que je comprenais mal un certain nombre de détails. Et donc en 2020, avec le COMEX de Google France, on a décidé de faire cette formation qui s'appelle la fresque du climat. Ouais. On a plus de 300 personnes qui l'a fait et qui a été vraiment précieuse pour de nouveau être beaucoup plus précis. Des sujets que je croyais comprendre, que je ne comprenais pas. Des sujets sur la déforestation, dont on parlait beaucoup. 80% de la déforestation aujourd'hui est pour des cultures, pour des aliments qui vont venir nourrir les animaux et pas pour un enjeu sur le bois. On parle énormément de l'impact CO2. Et de nouveau, comment on arrive, comment c'est calculé, cette norme CO2 sur le réchauffement de l'atmosphère, réaliser qu'1 kilo de méthane, c'est l'équivalent de 25 kilos de CO2 d'impact de réchauffement. Et le plus on comprend ces chiffres, le plus on comprend les problèmes derrière, le plus on peut apporter, à mon avis, des réponses beaucoup plus pertinentes. Alors, près d'1 milliard de personnes utilisent chaque jour les services de Google, donc vous avez quand même une responsabilité relativement importante aujourd'hui et dans la société. On en a parlé un petit peu ce matin, le rôle des technologies, de l'information et de la communication dans cette transition. C'est intéressant d'avoir aussi votre point de vue à vous, en quoi la technologie peut contribuer à cette transition à un niveau peut-être plus global. Formidable. Alors d'abord, sans trahir de secret, je crois qu'on est même à un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs sur les solutions de Google. C'est un peu comme dans un avion, on met d'abord le masque à oxygène sur soi et ensuite se pose la question de l'impact de la technologie. Ouais. Et je pense que je peux peut-être différencier ces deux parties. Pour Google et pour nos opérations, évidemment, il y a un impact significatif sur le réchauffement climatique à travers des data centers qui consomment beaucoup d'énergie. À chaque fois que quelqu'un fait une requête sur Google, à chaque fois qu'on regarde une vidéo sur YouTube, à chaque fois qu'on cherche une destination sur Google Maps, ça va aller chercher une information dans un data center. Ce data center consomme de l'énergie. Donc la première chose qu'on a fait historiquement, c'est qu'on a investi de façon significative pour permettre de mettre en place, pour acheter de l'énergie renouvelable qui va venir alimenter les data centers. Depuis 2017, on arrive à acheter autant d'énergie renouvelable qu'on la consomme. Donc, c'était une étape très importante. Le problème et la difficulté, c'est que ce n'est pas en temps réel ces éléments et qu'une partie de cette énergie renouvelable qu'on achète est là pour compenser ce qu'on dépense encore en énergie non décarbonée. Et donc, on s'est donné un prochain objectif qui est qu'à partir de 2030, 100% de toute l'énergie dans tous ces data centers viennent avec uniquement des énergies renouvelables. C'est-à-dire que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour chaque requête, pour chaque vidéo, on aille chercher cette information dans un data center et que 100% des opérations dans nos bureaux, dans toutes nos opérations, fonctionnent avec cette énergie. Alors où on en est aujourd'hui, on est à peu près aux 2/3. Si on regarde l'intégralité au niveau mondial de la consommation d'énergie, on est à 67% avec des énergies renouvelables. Et il nous reste encore un tiers du chemin à parcourir.
il y a des exemples positifs et encourageants. On a vu qu'on était capable en Allemagne, avec un partenariat avec Engie, où on a développé et racheté des énergies spécifiques, et l'éolienne et solaire, d'avancer. On pense à 80% sur toutes nos opérations en Allemagne à partir de l'année prochaine, avec des énergies décarbonées. Donc c'est un enjeu d'aller trouver et stocker cette énergie. Et puis il y a aussi un enjeu technologique pour faire en sorte d'utiliser moins d'énergie. Si on regarde depuis 5 ans à énergie constante, on arrive à mettre en place, à traiter 7 fois plus de données. Donc c'est aussi toute la partie de recherche et développement pour faire en sorte que dans les data centers, on arrive à le développer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le consommateur? Qu'est-ce qu'il voit? Comment il vit cette expérience que Google propose? Alors, cette expérience, il la voit sur nos solutions et puis il la voit sur les partenariats qu'on a pu mettre en place avec d'autres acteurs. De façon très concrète, vous parlez de 1 milliard. On espère en effet pouvoir toucher sur ces dimensions spécifiques plus d'1 milliard de personnes et donc plusieurs exemples. Depuis quelques mois, quand vous cherchez sur Google Maps, jusqu'à présent, on avait plusieurs destinations, plusieurs chemins possibles en fonction de la durée, et on est capable aujourd'hui de rajouter une nouvelle dimension pour permettre à chacun d'entre nous, quand on prend cette décision, de voir quel est l'impact en termes de CO2. C'est vrai aussi sur d'autres solutions. Par exemple, depuis quelques semaines, quand on cherche un billet d'avion, on est capable de voir sur chacun des vols quel est le prix, quelle est l'heure, mais aussi quel est l'impact en termes de CO2. Donc c'est d'apporter à tous les utilisateurs ces informations qui permettent de prendre des décisions. Et puis c'est vrai aussi avec un certain nombre de partenaires, avec des solutions qu'on a pu développer. On a beaucoup travaillé avec les équipes de Carrefour sur des solutions de machine learning autour de leur projet de AI for Good. Et grâce au machine learning, grâce aux prévisions sur les stocks des produits qu'ils anticipent avec ces solutions-là, on a été capable d'améliorer les approvisionnements, donc de diminuer le gaspillage et de contribuer à ces éléments-là. Alors, justement, c'est encore une fois tout l'objet dans la continuité des échanges, transition durable, transformation digitale. Ça déclenche de nouvelles opportunités. Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, d'abord, je pense qu'il y a une dimension avec les équipes. Je pense que c'est devenu un enjeu absolument clé de recrutement, d'engagement pour les équipes. Quand, en 1996, je passais mes premiers entretiens pour voir dans quelle entreprise j'allais travailler, ce n'était pas une des questions que je posais. Aujourd'hui, c'est évidemment une des questions qui est posée de façon très claire par toutes les équipes en termes de recrutement. C'est un enjeu d'engagement pour les équipes avec lesquelles on travaille, et c'est évidemment un engagement pour nous tous, citoyens, sur comment on avance sur ces éléments-là. Et donc, pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou ce que vous pouvez voir sur le marché, encore une fois, en termes d'opportunités sur ce croisement, comment vous contribuez à les accompagner ? Oui. Alors, un des grands projets sur lesquels on travaille, et de nouveau, je reviens sur cette notion de mesure qui est l'enjeu clé aujourd'hui, qui est ce que nous demandent tous les acteurs, qui est la capacité de mieux comprendre quel est l'impact. En particulier sur les solutions cloud, on a mis en place un tableau de bord qui permet à chacun des clients, des partenaires avec lesquels on travaille sur les solutions de Google Cloud, de voir chaque semaine quelle est l'énergie qui a été utilisée et de comprendre exactement quel a été leur impact. Donc ça, c'est un exemple. On travaille avec un certain nombre d'ONG pour de nouveau leur donner ces éléments. C'est le cas avec Open Food Fact, sur lequel on a pu faire des collaborations pour faire en sorte que toutes ces informations qui sont précieuses pour les citoyens, pour les consommateurs, pour comprendre l'impact des produits qu'on utilise, soient pris en compte dans la décision. Donc on voit vraiment finalement la construction de cette société plus durable auquel chacun est contributeur et effectivement chacun apporte une pierre à l'édifice. Comment vous voyez l'évolution? Quelles sont les prochaines étapes importantes selon vous pour construire cette société plus durable? Une question difficile. Alors peut-être oui. comme toujours, je pense avant de se projeter, de regarder d'où on vient, il y a deux formidables défis pour notre génération aujourd'hui. Cette révolution numérique qui nous impacte tous les jours, dans les habitudes, dans les usages, et une deuxième révolution qui nous force, avec une urgence extraordinaire, à revoir un certain nombre de
mode de vie, de nos fonctionnements, pour faire en sorte d'avancer de façon beaucoup plus rapide sur les enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique. Donc on a ces deux grandes révolutions, et ces deux grandes révolutions, je pense d'abord nous invitent à réfléchir les deux sur le vivre ensemble et sur une globalisation qui a commencé depuis une centaine de milliers d'années. Il y a un très joli livre de Jeffrey Sachs qui raconte un peu l'histoire de la globalisation par petites étapes. D'abord dompter le cheval qui nous permet d'aller d'un village à l'autre, puis les océans, la révolution industrielle qui nous permet d'avancer, et la révolution numérique aujourd'hui nous montre à quel point nous sommes tous interconnectés. Je pense que c'est en effet sur cette vision, cette interconnexion et la réflexion un peu de gouvernance locale et globale à l'ère d'Internet est importante. On le voit avec la crise sanitaire, on ne peut pas réussir seul avec un pays. Si un seul pays est vacciné et pas les autres, on n'arrivera pas à dépasser la crise sanitaire actuelle. On le voit sur les questions du numérique, avec une information en temps réel qui va d'un pays à l'autre et nous impose avec des règles globales qui sont en train d'être développées. Et c'est évidemment particulièrement vrai sur les enjeux autour du réchauffement climatique, où on ne réussira que si toute la planète se mobilise et travaille ensemble. Donc un message quand même très global. Merci, beaucoup Sébastien. Vous pourrez bien sûr retrouver ces échanges en replay. Merci, très bonne journée. Merci.